Et ben du coup, maintenant que mon collègue a pu parler un petit peu de l'aspect régional de la Chine, de votre parcours, je représente le club Industrie et Énergie de l'AEGE et le but, ça va être de rentrer dans votre expertise plus industrielle sur le côté de la Chine, mais aussi après d'élargir à cette région-là. Euh, Vous aviez justement discuté avec mon collègue de l'expertise d'EDF, de savoir quel est le savoir-faire qu'elle a amené en Chine, comment justement ce savoir-faire aussi a pu revenir. C'est ce qui a dégagé aussi un petit peu de votre intervention. On parle souvent aussi de l'EPR. On a entendu beaucoup parler de Flamanville, du lancement de cette EPR. On a l'expérience de Taishan 1 et 2 qui a été une collaboration directe entre justement la Chine et EDF sur ces projets-là. Après justement ce lancement de l'EPR en Chine en premier, parce qu'il a démarré justement avant les EPR français. Après, c'est bientôt 7 ans de démarrage justement en Chine. Quel est le retour d'expérience? Comment ce retour d'expérience a pu venir aussi infuser en France par rapport à ce projet-là? Quand on parle d'industrie, il faut avoir à l'esprit qu'est-ce qui est important dans l'industrie. L'industrie, c'est l'organisation industrielle. Les Chinois, au moment où ils ont engagé Taishan, construisaient 10 réacteurs par an, presque un par mois. Ils ont une structure industrielle, une organisation industrielle parfaitement rodée. Je parlais tout à l'heure des centrales à charbon. Ils en construisaient 2 par semaine. Quand on construit 2 centrales de 1000 MW par semaine, on a une organisation, soit on se plante, soit on met au point une organisation industrielle. Eh bien, au moment où ils ont construit le PR, ils avaient déjà cette organisation industrielle. Et nous, on l'a totalement perdue, puisque depuis 1998, la date de la mise en service de la dernière centrale nucléaire française, on n'en a construit aucune jusqu'au lancement, 10 ans après, de Flamanville. Bon, un réacteur. Alors là, il y a aussi, donc, et aujourd'hui, je le disais à propos des centrales à charbon, mais aujourd'hui, les Chinois construisent plus de 10 réacteurs par an. Ils construisent plus de 10 réacteurs par an en à peu près 5 ans et pour 5 fois moins cher que le PR. Pourquoi? Parce qu'ils en construisent 10 par an. Nous, quand on construisait le premier programme, on en construisait en moyenne 4 par an, on est allé jusqu'à 8 une année. On avait les coûts de construction, et pourtant, je peux vous dire, j'ai participé à ce truc, l'argent n'était pas limitant. Eh bien, on a construit l'ensemble de notre programme 2 fois moins cher que les Allemands, 3 fois moins cher que les Japonais, à cause de cette organisation industrielle d'effets que moi j'appelle effet de standardisation, parce que ce n'est pas un effet de série. Les Allemands avaient un effet de série qui leur a servi à rien, parce que chaque province, on s'appelle Länder, avait des exigences de sûreté différentes, et c'était du clé en main. Et donc, c'était à chaque fois une nouvelle discussion avec des nouvelles conditions de sûreté. C'est malheureusement le problème de Hinkley Point. C'est que la centrale Taishan, Okilioto, Hinkley Point et Flamanville, c'est malheureusement, il n'y a pas d'effet de standardisation. Il y a juste un effet de design commun. Et encore, parce que les autorités de sûreté anglaises ont demandé des choses différentes. Donc, et donc notre organisation industrielle française, elle est totalement dissoute. Aujourd'hui, la construction de centrales dans le nucléaire, une entreprise nucléaire, aujourd'hui, les exigences sont extrêmement élevées en matière de qualité,
enfin, il y a un niveau d'exigence qui est très très élevé et du coup c'est très très cher. Et donc on ne peut pas demander à une entreprise d'investir dans la production de ce type d'équipement pour une fois. Et donc ça ne peut être que dans un programme. Et nous, on n'a plus de programme. Et donc toute la question est là. Alors il y a un autre élément qui est aussi un élément important, c'est que le PR, c'est le résultat, comment dirais-je, un peu monstrueux du mariage du nucléaire français et du nucléaire allemand. Avec les autorités de sûreté françaises et allemandes qui ont dû se mettre d'accord. Donc c'était les exigences de l'une plus celles de l'autre. Donc c'est un énorme appareil très compliqué avec beaucoup de solutions allemandes et qu'on n'a pas vraiment suggéré. Bon, donc la question, et j'en profite pour passer un message, c'est que la question du nucléaire français à venir, soit on lance un vrai programme, c'est-à-dire qu'on dit on va construire des centrales nucléaires, refaire, de toute façon, celles-là, un jour, elles auront une fin, donc on va refaire un programme nucléaire de au moins plusieurs unités par an pendant on ne sait pas combien de temps, mais on lance ce programme, et c'est comme ça que l'industrie va se mettre en place, c'est comme ça que l'industrie va se mobiliser, et c'est comme ça qu'on va reprendre le savoir-faire, la capacité à faire. C'est pas en disant on va en faire 6 peut-être, et peut-être 8 après, mais on ne sait pas. Et puis en attendant, on va faire beaucoup d'éoliennes. Donc l'enjeu, c'est pas tellement la conception, c'est la capacité industrielle à améliorer cette conception au fur et à mesure, à améliorer les méthodes de construction, à améliorer le processus industriel. Pourquoi les voitures sont bien meilleures qu'il y a 20 ans? C'est parce que il y a ce processus. Pourquoi tous les objets, il y a un processus d'apprentissage et d'amélioration qui est le processus industriel, et il n'y a aucune raison qu'il ne s'applique pas au nucléaire. Exactement. Et je vais rebondir justement sur cette notion d'avoir une chaîne, justement un processus industriel, parce qu'on voit bien par exemple qu'aujourd'hui, c'était en décembre 2023 qu'on avait les premières informations qui sortaient de Chine des premiers réacteurs du moins de 4e génération, qui eux spécifiquement étaient sur des SMR. Et nous aujourd'hui, on est en train de parler d'EPR2, donc sur une génération de 3.2. Est-ce que ça s'explique par aussi ce même phénomène d'avoir un ralentissement de notre filière nucléaire et qu'ils sont toujours justement dans cette continuité-là? Est-ce que aussi on va pouvoir, de la manière, par exemple, où on avait un retour d'expérience, par exemple, de nos centrales vers leur propre projet, quand nous on découvrait, par exemple, une faille ou alors une manière d'optimiser un processus, est-ce que vous pensez que dans cette dynamique de coopération, on peut avoir ce retour d'expérience maintenant qu'ils ont dépassé un certain savoir technologique? Alors, il y a 2 questions là. Oui. Donc, je préférerais que vous me les posiez une par une parce que sinon j'oublie la première. Donc la première, c'était plus de savoir les SMR, oui. sur les SMR, le fait qu'on a eu ce dépassement technologique. Enfin, quand EDF était, enfin, la France était dans la vraie maîtrise industrielle des années 80-90. En moins de 10 ans, on a fait 6 modèles différents de centrales nucléaires en les améliorant à chaque fois, plus 2 réacteurs de génération 4 j'oublie le nom du premier. Phénix et Superphénix. Et donc, enfin, je veux dire, quand on est dans la maîtrise industrielle, on n'arrête pas. Les Chinois sont dans la maîtrise industrielle. Et nous, on l'a perdu, cette maîtrise industrielle. Et donc, c'est pas la génération... Le PR2, c'est pas la génération 3.2. Les Chinois, ils font de la génération 3 comme nous. Le Roi Long, les 10 par an qu'ils font, c'est essentiellement, c'est 90% des réacteurs de génération 3 pour produire de l'électricité. Et donc là, ils font des recherches en parallèle avec des technologies nouvelles dont, pour moi, c'est encore de la recherche et développement. On ne sait pas à quel prix leur a coûté le réacteur à haute température. Là. Et c'est formidable qu'ils le fassent. D'ailleurs, comme nous,
on aurait du mal à justifier le prix de Cremalville. Mais c'est un processus qui dans l'organisation et la maîtrise industrielle, permet de progresser en allant vers des choses nouvelles. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer la génération 4 avec la génération 3. C'est deux choses différentes. La génération 4, c'est aujourd'hui toujours, en tout cas du domaine de la recherche et développement, soit on sait déjà que on en connaît la faisabilité industrielle, soit on ne la connaît pas encore. Tous les SMR comment dirais-je, au plomb ou à sel fondu, etc., aujourd'hui, il n'y en a aucun dont on ait la preuve que ce soit faisable industriellement. Donc, il ne faut pas... Enfin, je veux dire, on s'est un peu laissé emballer par les propos politiques sur les fameux SMR, mais les SMR, il y en a plein, les sous-marins, depuis très longtemps. La question, c'est est-ce que c'est économiquement viable et est-ce qu'on peut faire de l'électricité avec ça? La réponse n'est pas certaine. On n'a pas encore trouvé une faisabilité économico-industrielle satisfaisante. Mais du coup, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence entre la France et la Chine, parce que chaque solution est très axée. Donc si aujourd'hui, nos deux pays sont dans un processus d'appliquer justement ces technologies, comment vous pouvez expliquer cette notion-là de concurrence? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de concurrence entre la France et la Chine. Non, bien sûr. Il n'y a pas de concurrence entre EDF et les électriciens chinois, parce que notre produit à nous, c'est de l'électricité. Il y a concurrence entre la France et la Chine, parce qu'aujourd'hui, les réacteurs chinois, qui sont au moins aussi bons que les nôtres, en tout cas, manifestement, ils savent les faire, c'est 5 fois moins cher que nous. Donc il y a une vraie concurrence. Mais ce n'est pas une concurrence d'électriciens, c'est une concurrence de fournisseurs. Donc c'est une concurrence entre la France et la Chine. Mais aujourd'hui, les fournisseurs français, je ne sais pas très bien, il faut les reconstruire. Quand ils seront reconstruits, quand on aura reconstruit un programme, on verra à quel prix on est capable de le faire. Mais pour ça, la condition sine qua non, c'est la volonté politique. Il n'y a pas en France, on a détruit politiquement le nucléaire depuis 40 ans en France. Tous les ministres de l'énergie ont été des écolos antinucléaires. Bon, donc on a détruit sciemment, et quand je vois que, enfin, je veux dire, comment s'appelle, Dominique Voynet se vante d'avoir menti et d'avoir trahi le gouvernement et les instructions qu'elle avait reçues et qu'elle est toujours en train de pavoiser, ça me pose un vrai problème éthique et politique. Mais bon, donc la France a été détruite par une volonté ou une absence de volonté, et en tout cas aujourd'hui, on n'est pas reparti, on n'a pas relancé un programme nucléaire digne de ce nom. Maintenant, en ce qui concerne les allers-retours, oui, la France a apporté à la Chine, mais c'est la Chine, comme les États-Unis nous ont apporté, la Chine a développé un vrai outil industriel extraordinairement performant aujourd'hui que la France n'a plus. Et donc, c'est clair que la logique est qu'on demande aux Chinois de nous aider à reconstruire notre maîtrise industrielle, de construction. En revanche, l'exploitation, la France exploite d'une façon unifiée, standardisée, coordonnée, un parc de 56 réacteurs. C'est un cas unique au monde. Et donc la France a comment dirais-je, une expérience d'exploitation unique au monde. Et les centrales les plus vieilles, malheureusement, sont fermées, mais celles juste après, qui ne sont pas fermées, ont 40 ans. Ben, les Chinois, aucune centrale n'a 40 ans, la plus vieille, c'est Daya-Bay. Bon, et donc, et puis la plupart, elles sont des années 2000, fin des années 2000, enfin 2010. Et donc, on aura toujours un énorme apport de connaissances sur l'évolution des réacteurs, du vieillissement des réacteurs, etc. Donc ça, c'est de l'or. Et donc, nous, on a besoin des Chinois pour nous aider à reconstruire notre outil industriel, et eux ont besoin de nous. Donc évidemment, il y a une coopération, il
il y a bien sûr une coopération possible. D'accord. J'aimerais rebondir justement sur cette notion de coopération. Tout à l'heure, vous aviez dit que la volonté politique qui dépasse simplement la France, c'était aussi de se tourner à l'avenir plutôt du côté du Japon. Vu que vous étiez aussi responsable de toute cette notion d'Asie-Pacifique, quelles sont les perspectives plus globales d'EDF dans cette région-là? On a vu que les Coréens sont rentrés maintenant ou sont bien implantés sur ce marché-là. Comment EDF, est-ce qu'il y a une vision simplement d'EDF, une perspective de s'implanter par diverses activités dans cette région-là plus globalement? Moi, je ne suis pas le porte-parole d'EDF, hein, comme vous savez, j'ai pris ma retraite depuis. Oui, bien sûr. Mais du moins de ce que vous savez. Non, mais d'abord, pour dire 2 mots du Japon, ça fait très longtemps, ça fait des décennies, de nombreuses décennies qu'on est en relation amicale avec le Japon. Mais on ne peut pas on n'a rien à se dire, parce qu'eux sont sur un modèle de clé en main, et donc ils n'ont aucune capacité à échanger de l'expérience d'exploitation. Et d'ailleurs, Fukushima est aussi la preuve de cette incapacité. Ils ne connaissent pas. Et donc, quand ils ont un problème, ils appellent General Electric ou en l'occurrence Toshiba. Et donc, si Toshiba ou General Electric n'a pas le temps d'arriver, voilà. Et donc je ne dis pas que c'était facile à gérer, mais manifestement, et Three Mile Island, c'est pareil. Nous, on a mis en place, après Three Mile Island et Fukushima, des quantités de modifications sur tous nos réacteurs pour prendre en compte, eux, ils ne savent pas faire ça. Donc, on a eu des relations très amicales, on se parlait, des réunions, machin, etc. Mais sur le plan industriel, il n'y a jamais eu de véritable échange avec les Japonais. Pour ce qui est et donc, aujourd'hui, des gens qui savent fabriquer des réacteurs, il y a les Russes, les Coréens et les Chinois. C'est à peu près tout. Westinghouse, bon, ils en ont fait en Chine, mais maintenant c'est les Chinois qui les font à leur place. Ils en ont fait 2 aux États-Unis à un coût et avec une durée qui vaut largement celle de l'EPR. Donc, mais eux, s'ils veulent redémarrer, ils vont redémarrer. Et nous, si on veut redémarrer, j'espère qu'on va pouvoir redémarrer. Là, pour ce qui est donc, de l'exportation, bon, là, je ne suis vraiment pas le porte-parole de l'EDF. Je veux dire, c'est quand même très compliqué de vendre des choses qu'on ne sait pas faire. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience, c'est que quand on a été les meilleurs constructeurs chez nous de réacteurs du monde, on en a vendu partout. En Afrique du Sud, en Iran, en Corée et en Chine. Là où il y avait partout, c'est nous, on a gagné tous les appels d'offres. Parce qu'on était les meilleurs. Et qu'on avait des références et qu'on savait faire et qu'on était capable de refaire la référence de Koeberg, c'est, je ne sais plus, Buget, j'en sais rien. La référence de Dayabes, c'est Graveline. La référence de Hulchin, c'est... Bon. Et donc, l'idée qu'on va vendre souvent des prototypes dans les pays me paraît être une idée. Commençons par relancer notre outil industriel. Commençons par... et quand il sera en fonctionnement, on verra ce qu'on est capable de faire. On verra si on est capable de concurrencer les Chinois et les Coréens. Mais donc, je sais que ce n'est pas politiquement correct, parce que, et peut-être que EDF a raison d'essayer quand même d'en vendre en Slovénie et en Tchéquie. Bon, avec le succès qu'on voit. Justement, pour revenir, après, ça serait plus votre point de vue. Le cas de la Tchéquie, c'est on est toujours actuellement un petit peu pendu à justement cette décision, parce qu'on a vu qu'il y avait une décision aussi de la République tchèque d'essayer de revoir ce contrat justement des Coréens. Est-ce que EDF a peut-être une opportunité de revenir? Mais moi, j'ai répondu à la question. Le reste est politique. Ok. D'accord. Là, j'aimerais bien un petit peu aller, du coup là ce sera plus votre connaissance globale du sujet, sur la partie de l'approvisionnement.
On sait qu'il y a eu quelques complications au Niger pour ce qui était approvisionnement de matières fissiles. Orano a annoncé justement un nouveau contrat avec la Mongolie, justement un partenaire assez proche de la Chine. Est-ce que, selon vous, justement, cette réintroduction de ce partenariat pourra venir combler un petit peu cette perte du Niger? Est-ce que ça ramène peut-être un futur plus brillant que justement cette perte un petit peu compliquée du Niger? Bon, ce qui est terrible au Niger, c'est la perte d'influence française, c'est la perte de l'outil industriel, c'est la perte d'une ressource en uranium de très bonne qualité et bon marché, dont on avait la maîtrise, etc. Donc c'est vraiment catastrophique, en tout cas. Mais non, justement pas catastrophique. De l'uranium, il y en a partout dans le monde. C'est précisément la différence avec les métaux rares, c'est qu'il y en a au Canada, il y en a en Australie, il y en a en Afrique, à plusieurs endroits, pas seulement au Niger, il y en a en Afrique du Sud, enfin dans le sud de l'Afrique, et il y en a en Mongolie, et on n'a pas fini de découvrir les réserves d'uranium. Donc, je veux dire, le problème même est que on risque de ne pas s'intéresser suffisamment à la génération 4 tant qu'il y a profusion d'uranium, dont on utilise 1%. Puisque l'uranium 235, c'est moins de 1% dans l'uranium naturel. Et puis il y a 99,1% qui sont inutilisés. Et donc, le jour où il manquera d'uranium, ben, on fera des réacteurs à neutrons rapides et on utilisera les 98% qui restent. Et donc, par ailleurs, autre élément, pourquoi ça ne va pas plus vite, c'est que l'uranium minerai dans le coût de production de l'électricité, c'est à peine quelques pourcents. Donc ça n'est pas, contrairement au gaz ou au charbon et surtout au gaz où le combustible représente 75% du coût de production, dans le nucléaire, c'est quelques pourcents. Et donc, même si le prix de l'uranium était multiplié par 2, c'est pratiquement insensible sur le prix de l'électricité. Donc, je veux dire, moi, je n'ai pas regardé la question très précisément des quantités, machin, etc. Mais je sais que Orano s'approvisionne au Canada, en Australie, plusieurs endroits, sans parler de la Namibie. Bon. Et donc, pour moi, c'est pas un sujet. Enfin, c'est un gros sujet, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Effectivement. Et j'aimerais finir justement parce que on parlait un petit peu de cette exportation d'EPR, qui avait cette grosse partie de volonté politique qui rendrait compétitifs ces solutions-là. On a aussi cette, on voit que ces notions d'EPR sont très, il y a énormément de réglementations, il y a énormément de normes qui viennent s'ajouter à ces EPR. Est-ce qu'en dehors de cette volonté politique et de cette chaîne de production, est-ce que justement cette surréglementation, j'utilise un mot volontairement un petit peu peut-être provocateur, peut poser un problème au niveau de ces exportations? Par exemple, si on se disait que demain, la volonté de reconstruire le parc nucléaire japonais pouvait être une opportunité si on en avait la capacité d'EDF. Non mais il ne faut pas rêver là. C'est pas la France qui va reconstruire le parc nucléaire japonais. Non, bien sûr, mais c'est histoire de... Non mais, si vous voulez, pour moi, encore une fois, la question de l'exportation des réacteurs est une question de la capacité de la maîtrise industrielle et de la capacité économico-industrielle à fournir des réacteurs. Et donc pour ça, il faut prouver qu'on est capable de le faire chez soi. Ça me paraît aussi simple que ça. Alors après, pour ce qui concerne la réglementation ou la surréglementation, on est la victime de 40 ans
d'un environnement politique antinucléaire et donc de renforcement jusqu'à l'absurde de réglementation. Et donc un premier pas en sens inverse a été fait l'année dernière avec la loi sur l'accélération du nucléaire, qui a permis de débloquer les travaux préparatoires sur le site de Penly, parce que sinon on peut même pas mettre un coup de pioche dans un champ si c'est un projet nucléaire avant d'avoir rempli je sais pas combien de trucs. Donc, et là, aujourd'hui, la réglementation, c'est qu'il faut avoir pratiquement le rapport de sûreté au moment de l'autorisation de construction, alors qu'avant, c'était avant la mise en service. Et donc, avoir un rapport de sûreté au moment de la mise en construction, c'est un poids d'ingénierie absolument colossal, et je ne sais même pas si c'est vraiment accessible. Et donc, en plus, la règlement de la sûreté a été modifié en 2006 pour se rapprocher des normes internationales, etc., et de l'Europe, qui a conduit à des difficultés et une application assez compliquée. Donc effectivement, oui, l'allègement des réglementations aurait un effet sur notre capacité à construire vite et bien très importante, et par conséquent à exporter. D'accord. Eh ben, de mon côté, j'ai posé toutes les questions. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Club Industrie et je remercie le Club d'Asie d'avoir organisé ce podcast. Ben, merci à vous, très heureux. Merci beaucoup.